Situation confuse en République démocratique du Congo. Que se passe-t-il de ce côté? Ce qu'on sait aux dernières informations, même si ça reste véritablement une interrogation, on n'a pas encore une certitude totale, mais la ville de Goma pourrait être définitivement tombée entre les mains du groupe des rebelles, si on peut les appeler ainsi, le M23. On a vu depuis hier les images qui nous parviennent de ce côté-là, les populations qui fuient les guerres et les affrontements. Ce qu'on sait également, d'après les informations qui nous parviennent, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, va s'adresser à la nation, justement, face à cette crise humanitaire et aussi face justement à ces attaques de ces rebelles à l'est du pays. Eh bien, l'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale, Félix Tshisekedi, qui va donc s'adresser à la nation. Que va-t-il déclarer? Mais pour le moment, plusieurs interrogations fusent après ces événements du côté de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on se dirige vers une guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo lorsqu'on sait que le Rwanda est accusé de soutenir ces rebelles du M23? Que se passe-t-il donc? Est-ce qu'on se dirige vers une scission justement de la République démocratique du Congo qui a intérêt à ce que la RDC tombe? Autant d'interrogations qui seront analysées et commentées dans le cadre de cette édition de For You Matin. Ce sera d'ailleurs le thème principal et le seul. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin, mesdames et messieurs. Merci d'être à ce rendez-vous sur For You Media Africa. Voilà le thème principal, d'ailleurs le seul également. Vous l'avez compris, on va en République démocratique du Congo. Mais avant de commenter cette actualité très rapidement, le plateau, nous le présentons. Abdelaziz Konaté avec nous ce matin. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là, monsieur Konaté. Bonjour, madame Siké. Bonjour. Bonjour. Celui que je dénomme dorénavant un tueur à gage, le tueur à gage des plateaux que vous allez présenter tout à l'heure. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé une émission ensemble, donc c'est un plaisir. Oui. C'est un plaisir. Merci vraiment de l'amitié qui me fait. Bonjour à la planète panafricaine. Merci à vous, Abdelaziz Konaté, d'être là ce matin. Le docteur Yamtimba partage ce plateau avec nous également. Bonjour, docteur Yam. Bonjour, madame Siké. Bonjour, Abdelaziz Konaté. Bonne année. Bonne année. Ok, bonjour à ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin. Et voilà le plateau, le décor planté, chers téléspectateurs. Prenons ces quelques extraits. Vous avez dû voir également ces images. Malheureusement, on a vu cette population qui fuit cette guerre, en tout cas, qui semble s'annoncer de ce côté-là. On va prendre quelques images et enfin, on aura également le discours, alors quelques déclarations des autorités du côté de la République démocratique du Congo, avec le concours de la réalisation. Washangilia on entré aéroport yango. Entré aéroport yango basoda bango. Basoda bango ebele.
entre aéroport yango oyo awa ninga naza libanda yango oyo soki moto amoni aéroport ya Goma akoyeba awa basoda bango ebele bango na bagiere na banane toza na biso toza ebele awa. Tout semblant. Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort. Fête à Goma le 26 janvier 2025. Tunawashangilia Ritiga. On entré aéroport yango. Entré aéroport yango basoda bango. Basoda bango ebele. Entré aéroport yango yo. Ah ninga naza libanda. Yango yo. Soki moto amoni aéroport ya Goma akoyeba awa. Basoda bango ebele. Bango na bagiere na banane toza na biso toza ebele awa.
Voilà, merci à la réalisation qui a pu collecter ces différentes images pour nous permettre de rentrer un peu dans le bain, voir la situation en images, malheureusement, des images assez tristes du côté de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Je vais ouvrir avec vous, Dr Yamtimba, sur cette question. Goma entre les mains des rebelles du M23. C'est vrai que d'aucuns affirment déjà que la ville est tombée entre les mains du M23, mais on n'a pas encore le communiqué officiel des autorités de la République démocratique du Congo. Mais ce qu'on sait, d'après les images qu'on a vues, il y a eu cette entrée de ce groupe dans la ville également. Il y a plusieurs événements qui se sont déroulés, en pas d'évasion des prisonniers, de certaines prisons de ce côté-là, pillage des entrepôts à l'aéroport. On sait également, on a vu les images tout à l'heure, ces derniers ont voulu récupérer ou prendre le contrôle de l'aéroport. Selon les forces armées congolaises, elles ont repoussé les rebelles du M23. Mais c'est une situation, Dr Yamtimba, qui... malgré plusieurs alertes, je me souviens, sur ce plateau, nous avons discuté de cette situation. Aujourd'hui, malheureusement, les rebelles ont, d'autre part, de débâcle de l'armée de la RDC face aux rebelles du M23. Vous savez, madame, parfois, quand vous regardez l'Afrique, vous vous dites pourquoi on est dans une telle ambiguïté tout le temps? Le problème avec la RDC, c'est qu'elle ne se situe nulle part. Elle n'est pas en Afrique centrale, elle n'est pas en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est, personne ne sait où elle est. La conséquence, c'est que la gestion de ce problème, on a du mal à l'organiser. Un coup, c'est l'Angola. Un coup, donc la CEMAC, la CEAC, pardon, qui veut régler le problème. Un coup, M. Tshisekedi, il veut régler le problème avec le président kenyan parce que c'est l'Afrique de l'Est. En fait, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est ce tangage, cette espèce d'attitude dilettante qui se voit dans toute l'approche de ce conflit par la RDC. Mais, parce qu'au fond, la RDC n'est pas en conflit avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est un faire-valoir, c'est un petit instrument. Et cet instrument-là, évidemment, ceux qui en sont les propriétaires, l'utilise, le soutient, l'utilise, le façonne de telle sorte que ça puisse détruire la RDC. Mais le problème du Nord Kivu, c'est quoi? On vous dit les rebelles. Quels rebelles? Oui, dans ce cas, alors, il y a des rebelles au nord du Mali, au nord du Niger, au Burkina Faso, c'est des rebelles. Il y a des rebelles au nord du Cameroun, à l'ouest du Cameroun, et un peu partout. Ce sont des guerres de proxy. Toutes ces guerres-là, on vous a aussi dit qu'il y avait les rebelles du Tigré. Oui, oui. Et vous voyez comment un chef de gouvernement et son chef d'État ont réglé le problème en Éthiopie avec une vision claire, des alliances stratégiques claires. Il n'y avait pas cette espèce de flou qu'on voit en RDC et qui ne vous dit vraiment pas du tout ce que veut faire le président Tshisekedi. Vous avez des discours qui ressemblent à des sortes de rengaines des années 60 vous ne comprenez pas très bien. Qu'est-ce qu'il veut? Mais vous êtes la RDC. Vous savez que sur le plan international, vous êtes dans la ligne de mire depuis les années 90. Et que l'objectif, c'est de faire de vous exactement ce qu'on a fait au Soudan. C'est tout. Et les Américains ont été clairs dans les années 90. On va faire de la RDC, on va en faire 5 pays différents. Particulièrement les zones que les Occidentaux veulent contrôler, mais c'est l'Est du Congo. Oui. C'est le Kivu, nord et sud, c'est le Kasaï, etc. C'est ça qu'on veut contrôler. Et quand vous regardez tout ça, quand vous observez tout ça, ce que vous contrôlez, et je vais vous envoyer une carte. Hein. Oui. Nous avons une petite carte. Si la réalisation, je ne sais pas si celle-là pourra vous permettre, Dr Yam, je ne sais pas si celle qui est affichée peut vous permettre d'expliquer plus ou moins. Non, elle n'est pas suffisante. Okay. En fait, il y a quelque chose
Je vous envoie ces 2 cartes. D'accord. Vous verrez pourquoi j'ai dit. Celle-là permet de bien voir où se situe le Rwanda par rapport à la RDC. Peut-être la deuxième carte, la réalisation, pour qu'on voie. Voilà. Donc, je vous ai envoyé, déjà, en attendant, le Rwanda, c'est le tout vous petit voyez, point orange. Donc, vous voyez ici, ça permet de voir c'est quoi le Rwanda. Oui. Comment vous expliquez que ça, en orange, là, qui a quoi, 17 millions d'habitants ou 16 millions d'habitants, et ce qui est en vert, là, qui a officiellement 120 millions d'habitants, mais personne n'est allé compter les gens qui sont dans la forêt équatoriale là-bas. On sait aujourd'hui qu'ils sont autour de 200 millions d'habitants, en fait. Bon. Et vous savez que la manipulation de ces données permet à chaque fois de gérer en réalité les objectifs géopolitiques des grandes puissances. La RDC, on va vous dire qu'elle a 100 millions d'habitants depuis 30 ans. Bon. En fait, personne ne fait d'enfants là-bas, personne ne grandit là-bas. On ne sait même pas si les gens meurent, on ne sait pas si les gens naissent. Ils sont 100 millions depuis 30 ans. Comment vous expliquez ça? Bon. Donc voilà, et quand vous regardez les cartes que je viens de vous envoyer, vous comprenez en réalité quel est le problème. C'est pour ça que je lui dis laissez le Rwanda, c'est rien du tout. Mais à partir d'ici, vous comprenez quelle est la problématique. Mais le Rwanda est quand même tout de même nuisible, même si vous l'avez. Non, c'est un instrument. Oui. C'est un instrument. Et voilà la première carte. Oui. Vous commencez à comprendre pourquoi le Rwanda est un instrument. La grande économie numérique aujourd'hui, quand vous le regardez, c'est du coltan. Et la grande transition monétaire dans le monde aujourd'hui, vous le voyez, c'est de l'or. Et quand vous regardez cette zone, il n'y a que ça. Vous n'avez que ça. Donc, il y a ceux qui veulent s'assurer de contrôler ces minéraux-là. Et c'est le contrôle de ces minéraux, en réalité, qui fait cette guerre-là. Et vous avez encore mieux. Vous voyez le lac là, le lac Kivu là, et vous voyez un peu plus bas là où il y a le Burundi, vous avez le lac Tanganyika là. Mais c'est des réserves inestimables de pétrole, d'hydrocarbures de manière générale. Mais c'est tout à fait normal puisque vous êtes en pleine zone équatoriale où il y a une biomasse extrêmement importante. C'est normal qu'il y ait ces dépôts, ces résidus qui aient fabriqué des hydrocarbures. Donc vous avez un endroit d'une richesse extraordinaire et dont les grandes puissances occidentales, le système de l'OTAN, veut simplement contrôler cette région parce qu'ils ont besoin d'or et ils veulent s'assurer que les Chinois et les Russes ne vont pas accéder à cet or-là et que le Congo ne va pas l'utiliser pour constituer sa monnaie et que le projet de la CEA, c'est d'avoir une monnaie unique, ce qui est un très mauvais projet. Il faut mieux avoir le besoin de créer un État, les États-Unis d'Afrique centrale, et d'avoir donc notre monnaie nationale. Ce n'est pas une question de monnaie unique, ça n'a pas de sens. Alors, vous voyez qu'il nous faudra des réserves en or pour ça. Et vous êtes là quand même à RDC, et vous avez un peu plus bas le Zimbabwe qui vient de créer le Z-Gold, une monnaie adossée à l'or. Et vous avez le coltan. Je n'ai pas besoin d'expliquer, nos caméras fonctionnent grâce à ça, les fusées, les gens vont dans l'espace, les missiles, nos télévisions, bref, toute cette économie sur laquelle nous sommes, les serveurs, les télécoms aujourd'hui, l'électronique, tout ça est basé là-dessus. Cette deuxième carte vous permet de voir l'Est du Congo, de manière générale. Et quand vous regardez l'Est du Congo, c'est quoi? C'est les diamants, c'est le niobium, c'est du cuivre, du coltan, du cobalt, de l'or, de l'uranium, du plomb, du zinc, du manganèse, de l'éthane, du charbon, du pétrole, du bois d'œuvre précieux, du caoutchouc. C'est ça que vous avez dans cette zone. Et, soit dit en passant, vous souvenez du couloir de Lobito, qui va lui-même arriver dans cette zone-là. Donc, vous avez en réalité une prise en tenaille de la RDC. Et ce n'est certainement pas le Rwanda qui a la capacité d'organiser ça. On va vous dire, oui, mais ils ont 16 millions d'habitants. Le Rwanda n'a pas les matières premières que la RDC a. Le Rwanda n'est pas un pays au sous-sol riche. C'est peut-être joli avec des vallons et tout ça, mais ça n'a pas cette richesse-là. Et ils sont 16 millions contre peut-être 200 millions de personnes qui vivent dans la RDC. Moi, vous expliquez que même simplement par le nombre, c'est-à-dire qu'ils peuvent se lever, vous tirez, vos balles vont finir, ils vont rester et ils vont vous battre. Comment se fait-il que le Rwanda terrorise ce pays? Ce n'est pas possible. Et vous regardez Ngoma. Ngoma, c'est la grande capitale qui est la grande capitale de cette zone du Kivu. Et vous avez Uvira, vous avez Bukavu, etc., toute cette zone. Donc, quand vous observez tout ça, en réalité, ce n'est pas des mercenaires. Il n'y a pas de rebelles M23. C'est un mercenariat international, exactement comme celui qui existe au Sahel, qui est organisé dans cette zone-là et qui cherche à prendre le contrôle de la... Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre le contrôle d'une partie de ce pays-là et de faire proclamer son indépendance à cette partie-là.
Donc, ils vont créer une république à cet endroit et ça va leur permettre simplement de contrôler les ressources naturelles. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça qu'ils ont voulu faire dans les années 60, puisqu'il a failli y avoir une république qui était là, avec les Chilombo et avec qui à l'époque, les Tshisekedi, le père de celui qui est le président aujourd'hui. Le père de celui qui est le président, c'est eux qui étaient là à l'époque. Et à l'époque, ils voulaient faire du Kasaï là et du Kivu un État. Donc, quand vous avez ce genre de choses, vous voyez très bien, en réalité, ce que les gens, quelles sont les vraies intentions des gens. Il y a à l'est, on va instrumentaliser le Rwanda, et puis le Rwanda, au sud, on va faire entrer le couloir, le corridor de Lobito, et on va s'assurer que tout ce qui est en RDC, on va le pomper. Et pendant ce temps, la RDC a une direction, a des dirigeants qui ne sont... C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas du tout dans la CEAC. Ils font parler l'Angola d'un côté. Après, on va dire non, les conditions de l'accord, non pas. On n'a pas pu trouver les conditions de l'accord. Après, ils décident que c'est avec le Kenya qui est de l'autre côté, à côté de l'Ouganda, que c'est avec le Kenya qu'ils vont parler. Ils sont où? En Afrique de l'Est, dans le COMESA ou dans la CEAC. Mais permettez que les gens vous aident. Mais au fond, c'est parce que les dirigeants eux-mêmes, le gouvernement de RD Congo, l'État même, le président, le chef de l'État et son gouvernement ne sont pas du tout clairs. Ils viennent d'ouvrir une ambassade ukrainienne. Oui. Ils ont accrédité des Ukrainiens il n'y a pas longtemps dans leur pays. La conséquence, c'est que comment vous voulez que les Chinois ou les Russes viennent vous aider dans cette affaire? Comment? Les Russes sortent même des tiroirs un vieux dossier qui devait, un vieux draft d'accord stratégique entre vous. Vous racontez, vous êtes les premiers à aller dire que non, en fait, vous n'avez jamais rien discuté avec eux. Cela, oui. Sauf que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que vous êtes dans un environnement où, lorsque Trump vient et dit « nous allons récupérer le Panama par la force », le Canada devrait redevenir un de nos États et puis le Groenland devra faire partie des États-Unis. Ça veut dire tout simplement que pour eux, le Nord et le Sud, Kivu, le Kasaï et tout ça, ils vont décider que on peut aider le Rwanda à le prendre par la force. Tout simplement. On parle de 4000 soldats rwandais, personne n'était là pour les compter. Qui vous dit qu'ils sont 4000? Et on parle du M23 en off là avec M. Konaté, on parlait de 5000 personnes à peu près. Qui était là pour les compter? Qui sait combien ils sont? Personne ne sait combien ces gens sont. Personne. Et quelle est cette affaire? C'est-à-dire que quand vous êtes de l'Afrique centrale et on vous dit que les Français ont une école de guerre dans un pays comme la RDC et que c'est les premiers contrats que signe un président qui vient d'être installé au pouvoir à RDC, mais vous sursautez. Parce que en réalité, vous vous rappelez l'épisode des généraux Mangou, des choses comme ça là, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que des généraux félons capables de vendre leur pays. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été formés justement par les Occidentaux. Et qu'ils ont toujours été, les Occidentaux ont été leurs mentors. Ne faisons jamais comme si les problèmes de l'Afrique sont des problèmes isolés. Ils ne sont pas du tout isolés. Les problèmes sont en réalité, il y a une interconnexion et il y a une espèce de volonté de contrôler l'Afrique par tous ces gars-là. Et il n'y a que des foyers de tension. Et cela révèle un maillage. Vous avez le Soudan, pas loin. Vous avez la Tanzanie, dont on a exécuté le président à côté. Vous avez la RDC, vous avez le foyer RDC-Rwanda. Vous avez le Centrafrique qui est là, où ils font tout pour qu'il y ait toujours de la guerre. Vous avez le Tchad à côté qu'il secoue. Vous avez le Cameroun qu'il secoue. Vous voyez que dans ce maillage-là, quand vous avez déjà fini d'observer ça, qu'est-ce que vous constatez? La RDC est en réalité encerclée. Vous avez voilà. Soudan, République centrafricaine, le Cameroun, Congo. Vous avez le Burundi qui est une de leurs cibles sur laquelle ils tirent tous les jours. Vous avez la Tanzanie qui est juste à côté. Vous avez le couloir de Lobito en bas. Vous avez quoi d'autre? Vous avez en réalité un pays encerclé. C'est exactement une sorte de gâteau qu'ils veulent se partager, c'est tout. Donc, aujourd'hui, madame, je crois qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe-t-il au Rwanda? Que se passe-t-il en RDC? Eh bien, ce qui se passe en RDC, c'est que les puissances étrangères ont décidé d'utiliser le Rwanda et de l'utiliser comme c'est le cheval de Troie, c'est la passerelle pour aller s'attaquer au RDC et essayer de conquérir ce pays, c'est tout.
Les puissances occidentales qui ont donc décidé effectivement de s'attaquer à la République démocratique du Congo, Abdelaziz Konaté, à la suite du docteur Yamtimba. Bien sûr, comprendre comment le Rwanda, même si le docteur Yamtimba l'a dit, c'est juste un fait valoir, le Rwanda, qui, entre guillemets, terrorise la RDC, mais on parle de mercenariat international, mais face à cela, la responsabilité également du gouvernement congolais est interrogée. Au-delà même de la responsabilité, en réalité, Madame Sikendoubé, Oui. j'invite, si le peuple congolais nous écoute au travers de votre média, dont je ne doute point, à se souvenir très rapidement, mais alors urgemment même, de quelque chose qui semble s'être déplacé simplement par la force des vents pour venir s'installer du côté du Congo. Les démons du Niger, avec l'épisode Bazoum. C'est-à-dire que nous avons pratiquement la même situation, avec peut-être un Bazoum légèrement plus intelligent que l'autre. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir Tshisekedi. C'est-à-dire que c'est un Bazoum 2, mais en version légèrement un peu plus intelligente. C'est c'est l'expression parfaite de ce qu'on appelle des collabos. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer en RD Congo, il me semble que le docteur a magnifiquement brossé le tableau. En fait, il ne faut pas passer par 4 chemins pour dire que Tshisekedi est dans la continuité de l'œuvre de ce que, effectivement, son feu père avait entamé, avec bien évidemment ses maîtres qui l'ont installé là. Maintenant, on présente un visage, celui-là d'un président qui veut en découdre, mais dans le fond, en toile de fond, ce n'est pas du tout ce qui est. Pourquoi vous le dites? Quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer actuellement au Congo, quand vous voyez depuis son arrivée les décisions qui ont été prises, tant sur le plan d'abord de la souveraineté du Congo, que sur l'état même de la défense du Congo, quand vous voyez les accords qui ont été signés avec le Congo, quand vous voyez les possibilités qu'ils avaient, et le dernier en date a été énuméré tout à l'heure par le docteur concernant la Russie, quand vous voyez, tout le monde sait aujourd'hui que le contrepoids à cet impérialisme-là, c'est aujourd'hui la Russie en tête de proue, avec bien évidemment tous les autres pays du Sud. Tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde veut aujourd'hui avoir à traiter avec la Russie. D'ailleurs, la preuve, c'est que ces pays, le Soudan et autres machins, sont aujourd'hui en train de renforcer leur coopération avec ce pays-là. Parce et si on avait encore, si besoin l'était encore de le prouver, on le voit suffisamment dans le Sahel, avec l'AES, l'espace AES aujourd'hui, qui redevient un espace vivable pour les populations. Donc la question ne se pose même pas, en réalité. Mais vous savez, l'Afrique centrale particulièrement souffre de démons rebelles. Et là, je parle de l'Afrique centrale. Et il sera extrêmement difficile d'exorciser cette Afrique centrale-là quand on sait, en réalité, ce qu'elle représente pour le bloc impérialiste. Je suis même tenté de dire que c'est le ventre mou de cette situation dont l'Afrique veut se débarrasser. Parce que si l'Afrique centrale arrive à trouver les bonnes solutions, croyez-moi, l'Afrique est totalement libérée. Et ça ne va pas être une chose facile. Je pense que la stratégie qui veut la stratégie de la terre brûlée est parfaitement appliquée par le bloc impérialiste sur le continent africain, à savoir lâcher certaines prises pour venir mieux se reconcentrer là où les intérêts les plus importants sont. Et malheureusement, pour nous, c'est en Afrique centrale. Parce qu'il faut se dire que sur les 30 km² là, plus de 70% des richesses de ces 30 km² là se retrouvent dans ce bloc-là. Sur les 30 km² que représente le continent africain, plus de 70% de ces richesses se retrouvent dans ce bloc-là, Afrique centrale. Ou alors si vous élargissez la CEAC, tous les pays de la CEAC. Voilà où se retrouve le gros des richesses de l'Afrique. Donc, on peut perdre le Sahel, on peut encore s'amuser, ça peut être encore acceptable. On peut peut-être perdre un peu du côté de l'Afrique australe, c'est pas trop grave, ou l'Afrique orientale, mais l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, c'est à la limite le morceau le plus difficile à croquer.
Et c'est pour cela que une génération de dirigeants, pas seulement de l'ancienne génération, Oui. mais même de la nôtre, vont s'inscrire dans la continuité de quelque chose dont l'Afrique souhaite se débarrasser définitivement. Pas seulement l'ancienne génération, la nôtre aussi. Et même peut-être celle de nos enfants. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas le taureau par les cornes. Parce que quand vous voyez les actions qui sont faites du côté de la RDC, faites le bilan de M. Tshisekedi, son premier mandat, qu'est-ce que ça a donné? Tshisekedi est arrivé, on sait le moyen par lequel il est arrivé au pouvoir. Qui le maintient au pouvoir? Ça a été démontré par A plus B que ces forces internationales, notamment la MONUSCO et machin, et ceci et cela, onusiennes, ne sont en réalité que des faire-valoir ou des relais efficaces de ces structures-là, notamment de l'OTAN et de toutes ces autres forces impérialistes-là. Ça a été prouvé plus que les armes, généralement, passent par eux, c'est eux qui donnent même généralement le renseignement militaire, c'est eux. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de faire une communication de façade pour dire que le Rwanda, mais ce n'est pas une nouveauté. De savoir que le Rwanda est en train d'entrer, ou bien que celui qui est comme ça, on le sait depuis au moins une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années. On ne va pas nous ressasser les mêmes choses tous les jours, sans aller dans le fond. Voilà la stratégie en réalité. Tshisekedi a vendu le Congo. Parce qu'il lui-même... Est-ce que ce n'est pas un peu fort? Vous dites que non. Tshisekedi a vendu Vous savez, le Congo. l'histoire nous dira, Madame Sikenoube, Oui. l'histoire nous dira, s'ils arrivent à leur projet de scission, l'histoire nous dira quels sont les véritables acteurs. Si ça arrive, ce qu'on ne souhaite pas, ce projet de scission, tel que c'est en train de se construire, et avec l'arrivée encore des ultra-conservateurs comme les Donald Trump aux États-Unis, et avec leur politique de prédation. Parce que derrière ça, ce qu'il faut voir effectivement, comme il l'a dit, ce sont les multinationales étrangères, notamment les grosses boîtes. On parle aujourd'hui de plus en plus de véhicules électriques, on parle aujourd'hui de plus en plus de toutes ces choses-là. Mais il faut bien de cette matière première-là pour pouvoir effectivement faire vivre cette industrie qui s'annonce être comme l'industrie du changement. Et l'un des premiers consommateurs, ne l'oubliez jamais, c'est la Chine, qui est massivement représentée à l'est du Congo. On vous dit qu'il y a des zones là-bas où l'État n'est même pas représenté. Il y a des zones là-bas où ça dit que la route n'est même jamais arrivée là-bas. Oui. Mais vous avez des Chinois qui sont implantés là-bas, qui ont des bases, qui ont de ceci, qui ont de cela. Vous avez toutes ces multinationales-là, qui font les ordinateurs, qui font toutes ces choses-là, sont là-bas. Ils ont créé même des pistes d'aéroport là-bas, où le produit est directement chargé dans des cargos, des avions cargos pour des destinations étrangères. Quand ce n'est pas en train de transiter vers la Tanzanie ou l'Ouganda ou bien le Rwanda même pour aller être certifié. Comment vous voulez que si on veut résoudre un problème, ce n'est que récemment qu'ils ont fait semblant de commencer plus ou moins à résoudre ce problème. C'est-à-dire que vous avez de l'eau chez vous. Oui. Je viens sur votre territoire, je prends cette bouteille d'eau, mais je vais la faire certifier plutôt chez le voisin. Parce qu'il faut une certification. Alors, vous vous rendez compte que la plupart des certifications des matières premières qui sont au Congo, les bureaux de certification se retrouvent dans les pays frontaliers, notamment la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et autres. Le Congo lui-même ne certifie pas, n'a pas. Ce n'est que récemment, parce qu'ils ont fait un peu de tapage, on leur a lâché un petit morceau. Ce n'est que récemment. Jusqu'à récemment, le Congo ne certifiait pas son cobalt. Ça dit qu'il ne pouvait pas le vendre sur le marché international sans qu'il ne passe par le bureau de certification, un peu comme ce que nous avons Veritas ici, au niveau de l'Ouganda, ou bien alors du Rwanda, ou bien de la Tanzanie. En signalant que le nom que vous venez de citer veut dire que nous n'avons pas de certification locale. Nous n'avons pas. C'est-à-dire que si vous voulez vendre votre matière première, il vous faut un certificat. Et il faut aller le prendre chez le pays voisin, qui lui n'a pas cette ressource-là. Comment est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que celui qui vous donne le certificat n'a aucune ressource. Mais lui, il est le patron de chez vous, mais lui, il est votre patron. C'est lui qui dit que ok, c'est bon, c'est validé, tu peux aller vendre sur le marché international. Voilà ce qu'ils ont fait. Bon, alors donc quand vous avez des situations comme celle-là, on n'est pas trop dur. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. Vous savez, quand vous avez des gens qui sont des ennemis du progrès et du développement de l'émancipation africaine, il faut les dénoncer. Avec véhémence, il ne faut pas habiller les mots. C'est aussi à ça que sert votre média. Les Tshisekedi, ce sont des collabos purs et durs. Qui ont même, je vous dis, le temps nous dira s'ils arrivent à leur projet de scission.
à l'est du Congo, on nous dira qui ont été les acteurs principaux dans cette affaire. Et vous ne serez pas surpris que des noms comme celui de Tshisekedi y apparaissent. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de nous présenter, c'est de la pure comédie. Mais attends, vous ne pouvez pas imaginer, je dis restons même seulement à 100 millions. Comment j'ai 100 millions de personnes chez moi? L'autre là, il a à peine 16 millions. Oui. Et il pose des actions de nuisance qui arrivent à pouvoir me faire perdre le sommeil. Pendant des années. Mais attendez, même l'armée seulement même du Congo, c'est-à-dire que ça veut dire que... Mais ce n'est même pas... Mais justement, c'est ça, parce vous que imaginez, c'est pas compréhensible. Mais c'est pas compréhensible. Justement, avec les richesses que vous avez, même en échange, comme les pays de l'AES sont en train de le faire. Oui. Les pays de l'AES n'ont pas d'argent. Mais ils ont fait des échanges standards avec la Russie. Argent contre matières premières, matériaux contre matières premières. Logistique, autant pour moi. Mais c'est des schémas aujourd'hui, des montages aujourd'hui qui se font facilement. Encore que vous avez justement des pays comme la Russie qui, indépendamment de quelques armements types qui sont propres à leur utilisation personnelle, qu'ils ne vendent pas, qu'ils n'exportent pas, les Russes vendent tout. C'est-à-dire que vous voulez même un S-600, si vous avez les moyens de leur payer, ou bien si vous arrivez à vous entendre, ils vous donnent des S-600. Ils vous donnent des chasseurs, des Sukhoi. Donc rien n'explique que vous avez une armée aujourd'hui, qui soit sous-armée, qui n'ait pas le matériel nécessaire adéquat, ne serait-ce que des drones pour pouvoir au moins vous donner du renseignement et tout le reste, et que vous ayez fait former une armée dans un pays aussi grand et avec des ressources qui sont adossées sur votre sous-sol que vous portez en tant qu'un président. C'est le b.a.-ba. Il n'y a même pas besoin d'aller faire géostratégie ou bien d'aller, je ne sais pas moi, dans quelle école ou bien être un expert en quoi pour comprendre ça. Mettez n'importe quel kidam de la planète à la tête de la République du Congo, c'est les premières actions qu'il va poser. Si c'est quelqu'un qui vient vraiment pour l'intérêt du Congo. Donc on ne peut pas être tendre. Quand on est en train de voir des familles entières en train d'être décimées par supposons même que les M23 là, ils sont même 20 000. Même 30 000. Ouais. Est-ce que c'est suffisant pour déstabiliser un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés comme le Congo? 2,5 millions. 2,5 millions. Il faut qu'on soit sérieux à un moment ou à un autre et on comprend donc là que je vous avais dit ici que Tshisekedi n'est qu'un danseur de Ndombolo et ça n'a jamais changé. Je vous l'avais dit sur votre plateau et vous voyez que le temps est en train de nous le confirmer. C'est un danseur de Ndombolo et les Congolais. Non, il est le président des États-Unis, il n'est pas le président des Congolais. Il est le président des forces extérieures, il est le président des impérialistes, il n'est pas le président des Congolais. Et Tshisekedi, sa dernière préoccupation, c'est la vie des Congolais. Parce que si la préoccupation des Congolais était véritablement au cœur de son programme, Tshisekedi ne serait pas en train de laisser ces gens-là s'agiter comme ils sont en train de s'agiter, parce qu'il avait une occasion en or. Et moi, vous savez, pour moi, la fracture dès la position que j'ai vue qu'ils ont prise avec la Russie. Oui. Après qu'eux-mêmes se sont engagés, j'ai compris très rapidement à qui on avait affaire, et pour moi, c'était la rupture. Donc que les Congolais ne s'attendent à rien venant de Tshisekedi, à rien de bon. Ça va aller comme ça va aller là. Je ne sais pas combien d'années il lui reste encore à la tête de l'État du Congo, mais que les Congolais s'attendent au pire, s'apprêtent au pire. Et le projet, ce fameux projet de scission qu'avait porté son père, risque de voir le jour sous Tshisekedi. Et c'est ce que les Congolais, l'histoire du Congo retiendra de lui. C'est tout ce qu'il faut dire. Après, on va venir, on va habiller ça de toutes les complaisances diplomatiques. Vous savez, à un moment ou à un autre, il faut dire les choses telles qu'elles sont, Madame Sikenoubé. Parce qu'il faut que nos dirigeants sachent qu'on les regarde et ils sont face à l'histoire. Les actes qu'ils posent, demain, ils vont répondre de cela. Et ce qui est bien, c'est que M. Tshisekedi est plus ou moins de notre génération. Oui. Donc, on vivra cela ensemble demain. Et il aura des comptes à répondre. Comment vous pouvez comprendre, et je sortirai par là, que dans un pays, le Congo, cette zone-là, la RDC Congo, est sur le continent africain et dans le monde, l'un des espaces qui présente les indices de fécondité les plus élevés. C'est-à-dire que les taux de natalité là-bas sont exponentiels. Même les 200 millions dont on est en train de parler là-dessus, on est en train de sous-estimer. Les gars doivent même être peut-être à 300-350 millions d'habitants. C'est possible. Mais même apprendre des pygmées dans la forêt, les former, les donner des armes, c'est pas compliqué d'avoir une armée d'1 million de soldats là-bas au Congo. Donc il faut à un moment ou à un autre qu'on redevienne sérieux. Et vraiment les projets, un peu comme celui que le docteur Yama est en train de porter, de porter des 10 000 panafricains dans les parlements africains, on ne va jamais voir le jour dans des pays comme ça si on continue à avoir ce type de dirigeants. Et qu'on va être complaisant avec eux.
Merci à vous, M. Abdoulaziz. La réalisation, on va afficher les numéros, le temps pour... on va quand même passer la parole encore au docteur Yamtimba. Ensuite, on ira certainement au standard. On va rappeler que dimanche, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont condamné justement les actions du M23 alors qu'on annonçait l'avancée du M23 sur son expansion, en tout cas territoriale, du côté de la RDC à l'Est, après une réunion d'urgence demandée par le gouvernement congolais. Une deuxième réunion d'urgence devrait également se tenir ce mardi au sujet de la situation sécuritaire. Lundi, donc hier, le président kenyan, William Ruto, a annoncé que les présidents du Rwanda, Paul Kagame et bien sûr la RDC, Félix Tshisekedi, avaient convenu de participer au sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui est prévu, bien sûr, ce sommet est prévu mercredi, donc demain, au regard de la situation tendue dans l'Est de la RDC. Mais, il faut le dire, c'est vrai, l'annonce a été faite, mais la participation à ce sommet extraordinaire n'est pas encore à l'ordre du jour, selon la porte-parole du président congolais. On rappelle que la RDC accuse bien sûr le Rwanda de soutenir le M23, tandis que Kigali nie toutes ces allégations et accuse à son tour l'armée congolaise de soutenir et de collaborer avec les vestiges, je vais employer le terme, des forces démocratiques de libération du Rwanda, responsables du génocide de 1994 au Rwanda. Alors, docteur Yamtimba, les deux États, voilà, s'envoient des pics, chacun renvoie le tort ou la responsabilité à l'autre. Ce qu'on voit également, il y a comme une inertie quand même, cette situation dure, vous l'avez expliqué, tous les deux sur ce plateau, au vu au su, si je peux le dire comme ça, de tous, je ne vais pas dire la communauté internationale, mais la communauté peut-être africaine, et on a l'impression qu'on a une communauté africaine, si je peux le dire ainsi, impuissante face à cette situation. Elle n'est pas impuissante, elle est incapable. J'ai un propos qui parfois choque, mais l'Afrique n'a pas d'élite. Les gens qui nous dirigent là ne sont pas des élites. Ils ne sont pas des élites. Parce que des élites se battent pour leur peuple. Ce qu'on appelle l'élite, c'est quelqu'un qui se bat pour son peuple. Et ça se voit, c'est pas le bavardage. C'est pas je me bats, vous dites je me bats. Non, on vous voit vous battre pour votre peuple. Et l'Afrique n'a pas d'élite. Et c'est ça peut-être le problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Lorsque nous appelons à 10 000 dirigeants panafricanistes, c'est parce que nous souhaiterions qu'émergent des élites qui vont effectivement se battre pour l'Afrique. Je viens de vous envoyer 2 cartes, parce qu'il faut qu'on explique les choses sur le terrain. Quand on les explique de façon purement théorique, quelquefois, ça peut paraître un peu surfait. Je viens de vous envoyer 2 cartes. Oui, la réalisation va S'ils peuvent commencer par la dernière, celle qui montre le monde, la map monde, et ça permettra la dernière, la plus colorée. Lorsque l'ONU vient nous raconter, oui, on condamne ci, on condamne ça, sans citer d'ailleurs le pays, disent les pays qui soutiennent le M23. Non, l'autre, pas celle-là, celle qui montre le monde entier. Et ils disent, oui, on condamne. Mais vous condamnez quoi ? Vous condamnez quoi? Quand il s'agit de l'Ukraine, vous ne condamnez pas, vous envoyez des armes. Vous vous positionnez, on voit que vous décidez d'aller régler le problème. Donc, sur l'autre carte. Donc, oui, ça vient. Okay. La réalisation, s'il vous plaît. Donc, vous constatez qu'en réalité, les pays occidentaux qui manipulent justement l'ONU, contrôlent l'ONU pour le moment, les Chinois et les Russes regardent pour le moment. Je crois que les BRICS en général les laissent encore faire. Ils condamnent. Mais vous condamnez quelque chose dont vous connaissez très bien les raisons de la persistance. Vous avez un pays bloqué depuis 1990 par l'Église catholique. Le président de la conférence épiscopale nationale, demandez-lui si la conférence est achevée, quelles sont les conclusions de la conférence, personne ne sait. Depuis 1990. Ça fait 35 ans. Donc, ils ont bloqué le pays et vous savez que ce sont ces gens-là, particulièrement parlant de la RDC, vous connaissez le discours du roi Léopold II. Et ils ont continué à faire exactement la même chose. Et ils sont capables, ils ont pu bloquer un pays parce que tout à l'heure, quand vous regardez cette carte, voilà la carte des conflits dans le monde. Parce que nous parlons de la RDC en la replaçant
dans le contexte international, on comprendra mieux. Voilà la carte des conflits majeurs actuellement dans le monde. Et vous voyez que la République démocratique du Congo, on vous dit bien, c'est le Nord Kivu. Donc vous voyez toutes ces cartes. Quelle est la stratégie? Que la carte reste à l'écran, pardon. Quelle est la stratégie du gouvernement Trump? Le gouvernement Trump dit, vous voyez la mer de Chine, c'est ça qui intéresse le gouvernement Trump. C'est la guerre économique avec la Chine. C'est pour ça qu'ils veulent mettre fin au conflit qui a lieu en Ukraine, aux histoires entre les Palestiniens et les Israéliens. Ils veulent mettre fin à tous ces conflits. Ils veulent que ça s'arrête rapidement parce que pour eux, le cœur de l'opposition aujourd'hui à l'hégémonie américaine, ça vient de Chine. Et ça se place à mer de Chine où les Chinois créent des îles artificielles pour étendre leur influence au point d'avoir parfois des frottements avec leurs alliés comme le Vietnam ou les Philippines, ou les alliés comme le Vietnam et certains de leurs voisins comme les Philippines. Les Américains veulent concentrer leurs forces dans cette zone-là parce que leur gros problème, c'est que la Chine est en train de les dépasser sur le plan économique. Et ça, ils ne peuvent pas le tolérer. Ils estiment que l'Amérique, c'est la nation de Dieu sur terre. Après Rome, voilà. Au-delà de la Pax américaine, c'est qu'ils estiment que l'Amérique doit rester la première puissance économique du monde. Or, la Chine les a dépassés. Il faut donc aller détruire la Chine. Et l'Europe s'est affaiblie. Ils pensent de plus en plus à coloniser l'Europe. Quand ils parlent de Groenland, Canada, Groenland, vous voyez comment ils évoluent. Ils vont vers le nord et le nord-est. On prend le Canada, on prend le Groenland. Dès que vous avez pris le Groenland, vous commencez à prendre le reste. Et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Ça veut dire qu'ils ont déjà un pont pour pouvoir y aller rapidement. Quand tous ces conflits se seront, donc si le gouvernement Trump réussit à arrêter ces conflits majeurs, parce que si vous arrêtez le conflit Israël-Palestine et le conflit en Ukraine, en réalité, une bonne partie des autres conflits va s'estomper. Tout ce qui se passe au Mali, au Sahel, là, la Libye, etc., ça va s'estomper un peu. Mais ils vont... Et donc, quand vous allez faire ça, la prochaine carte permet de nous comprendre ce qui se passe réellement à RDC. Voilà le vrai objectif en Afrique. Vous voulez, les Américains veulent contrôler, veulent finalement bloquer la Chine et rester les maîtres du monde. C'est ça qu'il faut contrôler. Voilà ce qu'il faut contrôler en Afrique. Ces matières premières. Parce que ça alimente l'industrie et l'économie chinoise. Les Africains, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais nous représentons 33% des matières premières exportées dans le monde, qui devraient nous rapporter entre aujourd'hui autour de 35 000 milliards de dollars. 35 000 milliards de dollars de revenus d'exportation, c'est supérieur au PIB de la Chine, qui est le PIB le plus important dans le monde et qui tourne autour de 30 000 milliards de dollars. Les États-Unis sont autour de 27 000 à peu près. Donc, les conflits que vous voyez là ne sont pas des conflits qu'on va organiser par hasard, ne sont pas des conflits qui arrivent par hasard. Ils sont organisés. Regardez la quantité de matières premières qu'il y a en RD Congo, de matières premières stratégiques, entre le cuivre, le lithium, vous avez du cobalt, mais vous avez également les autres qu'on ne cite pas. En réalité, tout ce qui est sur cette carte, vous le trouvez en RDC. Et beaucoup d'autres choses encore. Et du coup, on va s'arranger à pousser au bout. On a déjà réussi à diviser le Soudan parce que le Soudan, c'est une mer de pétrole, c'est une mer d'hydrocarbures. Là, on ne le présente pas vraiment, mais c'est une mer d'hydrocarbures. On les a divisés en deux parce qu'on se disait que le Sud qui est chrétien et une bonne partie des réserves étant dans le Sud, comme c'est des chrétiens, les affinités avec l'Occident vont faire qu'ils vont pouvoir puiser le pétrole facilement là-bas. Bon, ça s'avère beaucoup plus compliqué qu'ils ne le croient. Et la RDC, ils vont utiliser dans le tout petit Rwanda qui est là, au nord-est, pour pouvoir fragiliser la RDC en lui donnant les moyens les plus importants pour fragiliser la RDC. Et cette fragilisation va faire qu'ils vont essayer de contrôler l'essentiel des matières premières qu'il y a ici. Et le couloir de Lobito passe par le bas et sort justement là-bas par le sud-est de la RDC. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Et c'est ça que nous devons comprendre. Nous devons regarder la carte des conflits et la superposer finalement sur l'Afrique. Dès qu'on a fait cet exercice-là, ce que les gens racontent au Conseil de sécurité de l'ONU est plutôt criminel. Ça donne l'impression qu'une bande de criminels se sont assis au Conseil de sécurité et ils sont complices des 20 millions de morts qu'il y a eu au nord du Congo depuis 30 ans. Et la fameuse église catholique qui présidait la conférence nationale souveraine du Zaïre ne dit rien. Ils ne disent rien.
Or, il y a 20 millions de morts. Là, l'équivalent de ceux qu'on a tués pendant la colonisation. Si les gens sont capables de perdre 20 millions de morts, à votre avis, la population, c'est quoi? Si vous perdez 10% de votre population, ça se ressent. Là, pour le moment, on ne ressent pas que le Congo se vide. Ça veut dire que 20 millions de morts, ce n'est pas 10% de la population du Congo. C'est beaucoup moins. C'est peut-être 5, 3, 2% de cette population. Et vous voyez donc ce pays niché au cœur de l'Afrique. Et vous avez des dirigeants qui ne sont pas des lumumbistes, qui ne sont pas des panafricanistes, qui ne sont pas des révolutionnaires africains, qui tanguent là entre l'Afrique de l'Est, vous voyez là où il y a le Kenya, et l'Afrique centrale. Et ils ne se décident pas. Madame, c'est ça l'enjeu. Cette carte vous montre quel est l'enjeu de ce conflit. Et la première carte vous montrait quel est le jeu au niveau international et où est-ce que les gens vont. Les acteurs veulent contrôler ce pays. Et vous parliez tout à l'heure de former les gens. Mais lorsque l'Empire, lorsque Brzezinski écrit sur l'Empire américain en 98, mais l'idée est de maintenir, d'installer le chaos partout. Si vous installez le chaos dans un pays, vous ne pouvez pas former les gens dans ce pays. Bien sûr. Aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas les former parce qu'ils doivent fuir la guerre en permanence, parce qu'ils sont rivés à devoir trouver de quoi manger au quotidien, parce qu'ils doivent, en fait, leur sécurité, elle est tellement précaire que c'est la première préoccupation qu'ils ont. Ce n'est pas du tout d'aller imaginer comment les fusées vont sur Mars, ni comment les usines transforment le cobalt ou le lithium. Ce n'est pas ça leur première préoccupation. Et on maintient donc l'Afrique dans cette situation qui fait que les sciences, le développement des sciences et des technologies est compromis. Et ce développement des sciences et des technologies étant compromis, c'est les autres qui contrôlent et qui maîtrisent tout simplement les leviers de vos, non seulement qui maîtrisent la transformation de vos matières premières et finalement leur commercialisation, mais ce qui est le plus intéressant, c'est quoi? Qui vont donc, grâce à la production des armes chez eux, alimenter les guerres chez vous. Beaucoup d'Africains aujourd'hui ne s'en souviennent pas. Mais dans les années 70, la RDC faisait des tests de fusées. On appelait à l'époque le Zaïre. Dans la ville de Lubumbashi et dans la ville de Bukavu, il y avait des expériences menées par des ingénieurs zaïrois de l'époque et qui testaient le lancement des fusées. Mais regardez le retard qu'ils ont pris aujourd'hui. Imaginez que ceux-là, ils aient connu la paix et qu'ils n'aient pas été un pays sous néocolonialisme exploité honteusement par tous les autres. Ça, c'est la vraie honte. Pas les histoires qu'on dit là, où on s'en prend honteusement à la souveraineté de la RDC, alors qu'on est assis tranquillement dans la climatisation du beau conseil de sécurité, du bureau du conseil de sécurité de l'ONU, et on commence à dire, ouais, vraiment, c'est honteux de faire ça. Non, ce qui est honteux, c'est que vous pillez le Congo et que vous êtes en train de détruire l'Afrique et que vous faites, en fait, ce qui est le plus grave, c'est que les Occidentaux, ils font en plus comme si nous, les Africains, ne comprenons même pas de quoi ils parlent, ni ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ont ces cartes-là, nous savons les lire comme eux. Elles sont produites, elles sont disponibles. Ils ont leurs gens qui parfois produisent ces cartes sans même se rendre compte que c'est du matériau pour nous. À nous, les Africains, de nous mettre au travail, d'exploiter les petits détails qui nous arrivent, qu'ils cachent toutes les informations stratégiques comme ils veulent. Nous n'avons pas encore les moyens de les avoir par des satellites propres, etc. Mais toutes les informations qui circulent, il va falloir qu'on les exploite. Parce que, en fait, ce qui se passe au Congo, c'est la question des dirigeants. Vous ne voyez pas de vraies élites qui se battent pour leur pays parce que si le Congo voulait régler le problème, mais je vais vous dire, comment l'Angola a réglé le problème, madame? La guerre d'indépendance. Et c'est arrêté comment? Comment ils ont fait? Comment la Namibie devient-elle indépendante? Mais arrêtez de croire qu'il faut aller chercher les solutions dans le Nord. Est-ce qu'ils ont sollicité Cuba? Mais c'est grâce à Cuba que l'Angola est indépendante, et grâce à Cuba que la Namibie est indépendante aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont sollicité Cuba pour les aider? Évidemment, vous voyez, quand je parle de Cuba, quel est l'impact? Oui. C'est que Cuba, c'est la ligne russe. Et que Cuba, c'est à 2 pas des États-Unis. Oui. Mais il a fallu que Cuba rentre dans cette guerre d'indépendance contre l'Angola pour que les Américains se calment. Ils restent tranquilles. Et finalement, ces 2 pays-là sont devenus indépendants et l'Afrique du Sud, de l'apartheid, s'est calmée, et ségrégationniste s'est calmée également. Et ça a boosté, c'est ça qui a conduit finalement à la victoire de l'ANC. Nous ne devons pas oublier l'histoire. Chaque fois que nous oublions l'histoire, nous pataugeons là dans n'importe quoi et nous avons des dirigeants, nous portons au pouvoir, nous laissons arriver au pouvoir des dirigeants qui n'ont pas l'épaisseur suffisante pour affronter un certain type de problème.
Merci à vous. Merci, Dr Yam Timba. Nous allons donc aller au standard avant de revenir sur le plateau, passer la parole à notre invité. Madame Cissé, nous allons commencer, ouvrir le standard avec vous ce matin. Madame Cissé, depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, madame. Et bonjour, Manuel Assis. Bonjour au panélistes et bonjour au très cher docteur Yam Timba, qui nous a éclairé, qui a éclairé notre antenne ce matin grâce à son développement. Ça chemine vers une guerre entre le Rwanda et la RDC. Mais nous sommes déjà dans la guerre, Manuela. Et les images que nous voyons, vraiment, c'est attristant. Ça nous peine, c'est choquant de voir encore des Africains, des pauvres populations mourir, courir dans tous les sens, traumatisés par 30 années, 60 années de guerre. De quoi il s'agit? Le président Tshisekedi, de toute façon, ce n'est pas lui qui avait gagné les élections. Ça confirme maintenant qu'il n'a pas été élu par le peuple congolais. Mais dès qu'il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Son seul projet politique, c'était de se rendre en Occident, aller demander à la France de former son armée, de former sa police. Il se rend encore à l'ONU pour demander à l'ONU de retourner dans son pays ce que son prédécesseur avait chassé, il avait dégagé tous ces gens-là. Parce que Tshisekedi, il est compromis dans la franc-maçonnerie et il est compromis. En fait, le Rwanda et le ADC ont des dirigeants lobotomisés et puis, je vais dire, excusez-moi de l'expression, sodomisés par la franc-maçonnerie. Ces deux chefs d'État sont les enfants, ils ont les mêmes maîtres, ce sont les Occidentaux. Mais quand vous demandez à la France de venir former votre armée, mais quel est le projet? Mais c'est ce à quoi nous assistons maintenant là. En Côte d'Ivoire, toute notre armée était formée par la France. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, tous les chefs de guerre avaient été payés pour infiltrer l'armée. L'armée Ivoirienne était déjà infiltrée. Si le président Laurent Gbagbo a été cueilli comme ça, c'est parce que notre armée, nos chefs militaires étaient vendus. Ils étaient à sort de la France. Et je crois que c'est ce qui se passe en RDC. Quel est le projet quand le président congolais se comporte de la sorte? Mais, mon Dieu, là, je vais assumer ce que je vais dire ce matin. Mais y a-t-il pas des patriotes, de vrais patriotes au Congo? Mais Tshisekedi est trop compromis, il faut le déposer. Il faut déposer Tshisekedi. Et il y a des interventions, il y a des attitudes de certains dirigeants qui nous déconcertent. J'ai vu son ministre de la Communication, je crois que sur TV5 quelque part, comment il s'appelle là, notre frère sur le plateau va nous rappeler son nom, qui disait comme ça que oui, même le ministre de la Communication en France a condamné ce qui se passe en RDC, l'attaque du Rwanda, même le ministre Mais mon frère, est-ce que les Africains sont à ce stade-là? Mais vous avez un dirigeant qui ne sait pas que ceux qui attaquent son pays sont ceux-là qui veulent ces matières premières pour faire fonctionner leurs entreprises. Un dirigeant qui est là, qui ne sait pas que derrière le M23 qu'on met en avant, c'est l'OTAN qui est derrière, le Rwanda qui est derrière. Ce dirigeant-ci ne sait pas, c'est pas la peine. Un dirigeant qui est là, qui ne sait pas que pour pouvoir, comme le frère Yam Timba l'a dit, le contrepoids de ceux-là, c'est la Russie s'il ne le sait pas. Mais il n'a pas besoin d'être là, on n'a pas besoin de lui là. Si nous parlons, c'est à cause de la souffrance de nos frères. C'est un dirigeant qui ne sait pas ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Nous demandons aux militaires patriotes congolais de le déposer parce qu'un homme, je ne pense pas qu'il peut changer fondamentalement. C'est vrai que le président Tshisekedi peut avoir des coups d'éclat, il fait croire que oui, il maîtrise un peu la situation, il sort un peu, mais ça ne va rien donner. Parce qu'il n'est pas patriote, il est là, il a un agenda. Son agenda, c'est de faire aboutir le projet de diviser, de morceler la RDC. Maintenant, la diaspora congolaise, qu'est-ce que vous faites? L'heure est venue de vous intéresser et de vendre votre pays. Et puis, de la plus belle façon, quitter
mettez ces façons de faire qui allaient. La SAP, c'est quoi? Vous partez, on vous vend la friperie et des Occidentaux à des prix élevés et vous êtes là en train de vous trémousser, de vous exhiber en exhibition sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a matière à réflexion. Une diaspora, ça ne sert pas à ça. La diaspora congolaise doit, mettez-vous en avant, relayez ce qui se passe, dénoncez ce qui se passe. Dénoncer les atrocités qui se passent à l'ouest au Congo et mettez en évidence ce que l'Occident veut cacher. On doit vous prendre en branle tous les réseaux sociaux, tous les médias, et puis aller parler de ce qui se passe dans votre pays. Les viols, maintenant, il y avait un dirigeant qu'on disait médecin, Mukwege. Voilà quelqu'un qui a pensé que de sa position de médecin, il pouvait venir au pouvoir. Où est-il? Lui qui était là en train de dénoncer, crier sur tous les réseaux sociaux, que tout voilà. Où est-il? Ce Mukwege, des traîtres comme ça, des traîtres qui sont là, qui sont des gens vendus, où est-il? On l'attend, il faut qu'il vienne parler. Voilà des gens que l'Occident utilise. Ils sont là, ils sont en train de tromper les Congolais. Et pourtant, c'est le pouvoir congolais qui veut. Nous demandons dès ce matin à l'armée congolaise de déposer Tshisekedi, de prendre les rênes du pouvoir et de signer des partenariats qui vont vous sortir de là. C'est tout. Merci, Manuela. Merci à vous, Madame Cissé. Merci infiniment d'avoir appelé et contribué ce matin dans le cadre de cette édition. Nous allons rester au standard et prendre un autre téléspectateur. Allô? 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 Oui, bonjour Manuela. Allô, allô, bonjour. Oui. Vraiment, c'est une honte pour nous, c'est une honte pour l'Afrique. Le peuple africain a quand même le droit de connaître aussi le bonheur. En passant, je suis Bernard Mbenga depuis le Cameroun. Monsieur Tshisekedi devrait avoir honte de voir ces gens souffrir, les gens qui montent, qui descendent sur les rues de la RDC. Nous autres, nous avons le sang qui coule dans nos cœurs quand nous voyons ça. Nos enfants ne connaissent plus la paix, ils ne connaissent plus le sommeil. Vraiment, ces gens, qu'ils aient le courage de reconnaître qu'ils ont échoué. N'en parlons pas de Kagame. Lui, il a vendu son âme au diable. Parce qu'il a partisé avec la franc-maçonnerie et ils sont prêts à liquider les millions d'Africains pour satisfaire ses maîtres, les maîtres de l'Occident. Mais j'exhorte les frères africains à se réveiller, à plus d'audace pour mettre fin à tout ce massacre. Personne ne viendra le faire à notre place. J'ai suivi les explications de mon frère Timban tout à l'heure. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Il n'y a pas de communauté internationale. Ça n'existe pas. Si nous ne nous réveillons pas, nous n'aurons rien. Ils ne vont rien faire pour nous. C'est comme si l'homme africain ne réfléchit pas. L'élite africaine, elle n'existe pas, comme mon frère Timban disait tout à l'heure. Si nous ne faisons rien, nous ne devons pas compter sur ces gens. Et ils roulent pour leurs intérêts et pour leurs maîtres de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix. Parce que là-bas, dans leurs histoires, là, on leur promet la protection, le pouvoir et tout et tout. Tout ce qui intéresse ces gens, c'est le pouvoir, c'est le prestige. Ils ne veulent rien savoir si le peuple souffre. C'est terrible. Vraiment, je remercie Dieu de nous avoir donné For You Media. Parce que
vous nous donnez au moins la possibilité de nous exprimer et dire notre ressenti, dire tout ce que nous ressentons au quotidien, avoir les gens dans les rues comme ça. C'est la même chose que nous vivons au Cameroun. C'est-à-dire l'élite, elle ne nous gère pas, elle ne veut pas savoir si nous souffrons ou pas. C'est comme si ces gens, ils ne sont plus des humains. Quelque part, Macron a raison de dire que ces Africains-là ne sont plus des humains. Parce que notre élite n'est plus humaine. L'élite n'est pas humaine. Ils les ont chosifiés, ils ont fait d'eux des animaux. Macron, à ce niveau-là, Macron a raison de les insulter, de dire qu'ils ne sont pas des humains. Mais nous autres panafricanistes, nous sommes encore des humains. Et nous devons continuer à mener ce travail que nous menons au quotidien pour qu'enfin, un jour, Dieu nous accorde d'autres capitaines Ibrahim Traoré en Afrique centrale et dans le reste de l'Afrique. Là, le combat passe par l'éveil. C'est pour ça que je vous encourage à mener ce travail. Que Dieu bénisse le promoteur de For You Media. Il y a un autre média qui fait aussi un travail excellent. Bon, Afrique Média, je ne sais pas à quel niveau j'ai perdu leur contact. Je vous remercie beaucoup, madame, et très bonne journée. Vive l'Afrique. Merci aussi à vous, Monsieur Mebenga. Merci d'avoir appelé depuis le Cameroun. Merci pour cette contribution à ce débat. Ce matin, nous restons au standard. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Madame Siké. Bonjour, oui. Alors, moi, c'est Dr Vanna Gabriel. J'appelle de Yaoundé au Cameroun. Bienvenue, monsieur. Alors, ok. Oui, ok. Alors, je voudrais aussi donner mon point de vue par rapport à la situation qui prévoit en RDC. Alors, quand j'essaie de faire un petit rapprochement au niveau de la géopolitique internationale, on se rend bien compte que le Rwanda, c'est un peu comme l'Ukraine, hein? Et la RDC, c'est une sorte de Russie au Cameroun, en Afrique, j'allais dire. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Vous vous rappelez quand le Premier ministre indien, je peux le dire ainsi, était aux affaires en Grande-Bretagne, il y avait un projet de déporter ce que l'Union européenne a appelé des immigrés au Rwanda. Alors, quel était le projet? C'était bien évidemment de cimenter la place des terroristes et de ceux-là qui vont aider l'Occident à s'emparer de la RDC. Alors, la RDC est la Russie de l'Afrique. Pourquoi? Parce que la RDC possède toutes les richesses du monde. C'est le poumon du monde en termes de réserves forestières et c'est aussi le poumon du monde en termes de ressources du sous-sol. Alors, le projet ultime des impérialistes, c'est bien de s'emparer de ce poumon du monde-là. Et le Rwanda est juste utilisé comme on est en train d'utiliser l'Ukraine de nos jours pour déstabiliser ce poumon-là, un peu comme ils sont en train de vouloir déstabiliser la Russie, et bien pour avoir la même mise sur toute l'Afrique. Donc, qu'est-ce que moi je propose?
Premièrement, il faut que tous les panafricanistes se lèvent. Ils doivent exiger la démission de ce marionnette de Tshisekedi. Nous tous, nous savons qu'il est là pour servir exclusivement les intérêts de l'Occident. Il n'est pas là pour servir le Congo. Il n'est pas là pour servir l'Afrique. Il doit démissionner ou alors l'armée congolaise patriote doit prendre le destin du Grand Congo en main et faire descendre ce vassal-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, eh bien, les panafricanistes doivent exiger la dissolution pure et simple de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que depuis que cette histoire a commencé, nous n'avons jamais entendu un seul instant la voix de l'Union africaine pour dire ne serait-ce que, eh bien, il faut que ce trouble-là cesse. L'Union africaine doit donc être dissolue. La troisième des choses, ceux-là, les patriotes qui vont prendre le destin du Congo en main, doivent se rapprocher de l'AES pour relier donc les deux parties de l'Afrique et concrétiser enfin le rêve de Kwame Nkrumah, qui était celui de faire de l'Afrique, eh bien, les États-Unis d'Afrique. Donc, si nous ne comprenons pas que c'est l'ukrainisation disons, du Rwanda qui est en cours, eh bien, nous n'allons jamais parvenir à résoudre ce problème. Donc, c'est quelques idées que je voudrais proposer pour qu'on comprenne en effet que c'est un problème qui ne doit pas être abordé de manière exclusive. Eh bien, on doit tenir compte, comme le disait le docteur Panstim, voilà, qu'il faut tenir compte de la géopolitique internationale pour pouvoir comprendre ce problème en profondeur. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, eh bien, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ma petite personnalité. Vous. Merci infiniment. Merci, monsieur, d'avoir appelé ce matin. On va encore prendre peut-être deux derniers appelants. Allô? Allô? Merci. Bonjour, Manuel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à Maître. Je dis bonjour à tous vos auditeurs là sur le plateau. Oui. Il y a oui. La situation de Tshisekedi là. Vraiment, on a déjà marre de ce que les civils font dans les États africains là. Si c'est moi là qu'on enlève l'histoire de la démocratie là, ce n'est que la poudre aux yeux des gens. Actuellement où on entre dans la révolution, il faut que les chefs d'État d'armée reprennent tout le pouvoir présidentiel. Parce que c'est un combat qu'on est en train de faire contre les Blancs. Ce n'est plus la politique là qu'on doit encore faire, comme vous dites, que la démocratie, tout un tas de choses. On ne peut pas finir tout un peuple comme ça devant l'armée. Et il y a une armée là pour se défendre. Et l'armée ne réagit pas. On laisse un gros type là que c'est un président de la République qui ne sert à rien, qui ne joue aucun rôle, qui n'est qu'en train de livrer les gens au diable par-ci par-là. Donc, à mon avis, là, il faut que l'armée réagisse à certaines choses. Le même système que les Maliens ont fait, c'est ça qu'il faut pour la RDC actuellement. Parce que sinon, ils ne vont pas rester propriétaires de leur territoire. Donc, à mon avis, il faut que, comme ce que dit les présidents ont honte, ils ne peuvent pas dire que je démissionne. Les Africains, ça ne se fait pas. Il faut que l'armée réagisse,
qui demande à Tshisekedi de se mettre un peu à l'écart, parce qu'on vit maintenant la révolution. Et quand on aura fini, on pourra lui faire appel à partir du moment où il est là même, comme un mercenaire qui est venu s'installer en RDC. À l'époque, là, on a toujours tout le monde, par rapport aux publicités des élections qui s'étaient passées, on a cru que Tshisekedi était une personne qui allait changer la RDC. Mais finalement, ça donne rien. Donc, il faut que l'armée réagisse à la même manière dont les Maliens ont fait là, et pour reconquérir tout le territoire là, et remettre le peuple de la RDC, et même peut-être la paix pourrait revenir en Afrique centrale. Voilà ce que moi je voulais dire. Merci, bonne journée à vous. Merci également à vous, cher monsieur. Nous prenons peut-être le dernier appelant pour ce matin. Allô? Oui, bonjour. Merci, consorteur. Bonjour, Madame Siké. Je salue vos invités, Dr Yam, et ceux que vous avez invités également sur le Skype. Je vais donner mon point de vue vite fait, hein, comme le temps est en train de passer. Je faisais un historique sur le Congo d'abord, hein, parce que vous devez comprendre que il y a 140 ans, hein, il y a eu plus de 10 millions de Congolais qui sont morts d'atrocités à cause d'un seul homme, en la personne du feu roi Léopold II. Donc, c'est pour dire que c'est un peuple qui a longtemps été séquestré et vraiment été sous souffrance, manipulé également par l'opinion internationale, d'autant plus que ce qui se passe actuellement là-bas n'apporte aucun remords, ni même de chagrin à cette soi-disant communauté internationale. J'avais dit dans une de vos émissions que tant que le bassin du Congo, que ce soit le nord du Kivu ou le South Kivu, servira de pièce de rechange pour les multinationales américaines, anglo-saxons, etc., eh bien, le Congo restera tel que vous le voyez, parce que j'ai regardé un peu les articles de la conférence de Berlin, l'article 11 et tout, comment Léopold II s'en était approprié comme une propriété privée avant d'être rétrocédé après sa mort au gouvernement belge. Eh bien, on constate que c'est juste une continuité, mais simplement déguisée en version 21e siècle. Et cette version, c'est quoi? C'est tout simplement de créer un chaos, faire peur au gouvernement en place pour coopérer, et quand je dis coopérer, c'est-à-dire laisser la présence des rebelles, et toi, tu gardes le pouvoir autant de fois que tu veux, même si tu dois modifier la Constitution, on est capable même de le faire ou assurer ton successeur. Eh bien, c'est ce qu'on constate avec M. Tshisekedi, qui pour moi, je trouve très ambigu, que ce soit lui, que ce soit tout son staff autour de lui, de son parti politique, et que ce soit avec les élites congolaises elles-mêmes. Parce que je veux comprendre, Madame Siké, depuis quelque temps, votre chaîne aborde ce sujet, mais on n'entend pas un seul Congolais. Et pourtant, il suit vos émissions. Hein. On n'entend pas un Congolais, je n'ai pas dit un activiste congolais, un politique ou un personnage lambda, qui soit à l'Occident ou en Afrique, pour intervenir, pour éclairer. Non. Parce qu'au Congo, c'est un sujet tabou. La preuve, ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire l'avancée des rebelles du M23 sur la prise, on peut dire ça en français, l'éventuelle prise ou bien je ne sais pas comment on dit l'expression là, de Goma, est démenti automatiquement par des discours. D'accord. On montre même des photos de Goma, la mairie ou la ville de, je ne sais pas quoi, district de Goma, et machin truc. Mais on n'entend pas, tout ce qu'on écoute, c'est des discours de certains délégués du gouvernement qui parlent, mais sans pour autant rassurer les Congolais. Donc ça sous-entend qu'il y a une forme de sous-traitance entre le gouvernement actuel, entre ceux qui ont fait l'arrangement avec l'installation de M. Tshisekedi, premier, c'est-à-dire son premier mandat avec Falilou, ou même une élite française vient dire que ça s'est réglé en famille. Vous vous rendez compte, Madame Siké? C'est-à-dire qu'on traite les Congolais de ploucs, de personnes sans cervelle. Donc, l'essentiel, c'est qu'il faut montrer un semblant de démocratie. Mais tant que nous pouvons puiser ce que nous cherchons, eh bien, le reste,
ça ne nous intéresse pas. Donc en fait, l'Occident collectif ne s'intéresse guère aux pertes humaines du Congo. Mais quand il s'agit d'une attaque de Gaza, enfin de Hamas, sur un site israélien, c'est toute la communauté internationale qui est affolée. C'est tout le monde qui commence à s'alarmer. Quand il s'agit de pousser, je pourrais dire de façon très bête, M. Zelensky, jusqu'à aller provoquer l'ours de Sibérie, et dès qu'il riposte, c'est une catastrophe. On ne regarde pas ce qui se passe en RDC. Parce que tant que ça peut leur apporter une satisfaction, je pourrais dire, pas morale, mais économique, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc, ça sous-entend que le gouvernement de Tshisekedi est complice de ce qui se passe là-bas. Sinon, moi, quand je réalise et je constate, je me dis, je suis en difficulté. On a mis la MINUSCO depuis 20 ans ou 30 ans. Il n'y a pas eu de changement. J'ai des partenaires français qui disent qu'ils vont former mes militaires. Il n'y a pas de changement. Je n'ai pas les bonnes armes qu'il faut pour faire face à une rébellion hyper armée. Mais j'ai constaté que de l'autre côté, il y a eu des terroristes qui ont envahi des territoires, qui étaient même presque dans la capitale, mais qui ont fait appel aux bons partenaires. Qu'est-ce que ça coûte à M. Tshisekedi de prendre une décision ferme pour dire ouvertement, je veux sauver mon pays, je veux sauver mon peuple, je veux choisir ce partenaire, je veux prendre des armes sophistiquées, je veux faire ceci, ils ont les moyens financiers de le faire. Mais ce n'est pas possible pour lui parce qu'il a signé un pacte avec qui on ne sait pas. Et ce pacte-là l'empêche de prendre ses décisions. C'est pourquoi, je vous ai dit hier, s'ils ne font pas attention, que la ville de Goma est effectivement prise, et sachez que dans les semaines à venir, on va entendre les chants militaires sur la télévision nationale congolaise. Je m'arrête ici. Merci beaucoup pour l'immédiat. Bye. Merci à vous également, Monsieur Peter. C'est d'ailleurs avec vous qu'on ferme le standard, puisqu'on aborde la dernière partie de cette émission, peut-être la solution, une fois de plus, sur ce plateau, face à cette situation, effectivement, qui s'est empirée. Depuis quelques heures, Abdelaziz Konaté, beaucoup ont estimé, effectivement, que la solution en RDC n'est pas militaire, mais face aux attaques de ces mercenaires, on va le dire comme ça, que doivent faire les autorités de la République démocratique du Congo face à ces attaques? Mais écoutez, à situation difficile ou alors à situation de chemise à repasser, de chemise froissée, réaction de fer à repasser, il faudrait simplement que le peuple congolais se lève. Il ne s'agit plus des gouvernants congolais qui tous, succinctement, ont toujours baigné dans les mêmes principes, à savoir celui-là de l'assujettissement, de l'asservissement au détriment de l'intérêt général des peuples congolais. Il faut que le peuple congolais, premièrement, se lève. Et aujourd'hui, je vois difficilement 10 millions, 20 millions de Congolais, 30, 40 millions de Congolais se lever pour pouvoir effectivement demander à ce qu'il y ait un nouveau visage, un nouveau Congo qui est beaucoup plus soucieux de leurs aspirations, se voir le jour et que cela ne prenne pas corps. Si le peuple se lève, vous pensez que cela va mettre un terme, parce qu'à côté, il y a le M23. Non, le M23 n'est qu'un mythe. C'est un mythe. La clé est politique. Elle est politique. Et pour que la situation du Congo aujourd'hui change, il faut que la situation politique, la sphère politique du Congo soit totalement expurgée de tous les relents du capitalisme et de ceux qui servent justement cette idéologie capitaliste-là. Notamment ces multinationales étrangères, cette OTAN, ces États-Unis, cette France, ces loges maçonniques et consorts. Et pour qu'on en arrive justement à une situation comme celle-là, il faut une volonté forte du peuple congolais, de la jeunesse congolaise. Parce que la solution, elle reste politique, mais pour cela, il faut avoir les acteurs majeurs qui, effectivement, peuvent impulser justement cette volonté de changement-là. Parce que une fois que vous avez des hommes forts, il est facile, dans un pays comme le Congo, de pouvoir effectivement inverser cette tendance-là. Même s'il faille d'abord qu'on négocie. Mais on ne peut pas être...
Madame Sikenoube, il faut quand même qu'à un moment ou à un autre, on arrête justement ce double standard. On ne peut pas nous dire d'un côté qu'on ne négocie jamais avec les terroristes, qu'on n'envahit pas un territoire souverain. On est en train de nous faire tout un discours tous les jours concernant l'Ukraine pour nous diaboliser comment est-ce que la Russie, c'est l'empire du mal, c'est patati, c'est patata. Et quand on arrive sur un autre continent, il y a quelques voyous qui se lèvent comme ça un matin avec la bénédiction justement de ces mêmes donneurs d'ordre pour venir envahir un territoire souverain et que ce soit juste avec sous la couperelle de quelques petites condamnations comme ça fallacieuses et on passe le pinceau dessus. Non, il faut des réactions fortes et pour cela il faut des hommes forts à la tête de ces États-là. Donc tant que le Congo souffrira justement et on l'a vu, quelques personnes qui ont voulu effectivement amener un son contraire à ce qui avait toujours été au Congo, on a vu comment c'est terminé avec eux. Je prends là l'exemple de Kabila. On a vu ce qui s'est passé avec lui quand il a voulu effectivement, n'est-ce pas, amener une certaine impulsion au niveau du Congo. Voilà, des Kabila, peut-être qu'il nous faut. Je parle de Kabila père, bien évidemment. Je ne parle pas de Kabila fils, je parle de Kabila père. On a vu comment ça s'est passé. Et donc, il faudrait des hommes forts à la tête du Congo. Et pour cela, c'est le peuple congolais qui doit se lever pour effectivement, n'est-ce pas, essayer de garantir l'avenir des générations futures. Ça a très bien marché dans la plupart des pays où les gens se sont levés. On l'a vu encore récemment en Afrique de l'Ouest avec le Mali, effectivement, où le peuple est sorti pour dire qu'on a marre d'une certaine gouvernance, on veut voir autre chose. Et donc, après est venu les militaires et tout ce qui va avec, mais on voit la dynamique qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est dire qu'au jour d'aujourd'hui, il est possible, et je m'arrêterai là, qu'on puisse avoir quelque chose, un vent contraire au niveau du Congo, mais ça ne se fera pas sans le peuple congolais, sans la jeunesse congolaise, sans la volonté politique congolaise. Et pour cela, il faut avoir des hommes forts à la tête de cet État-là. Je vous relance avant de passer la parole, Dr Yamtimba. Vous parlez donc d'une solution congolo, je peux le dire comme ça, congolaise. Oui. Mais il y a également certains qui pensent, en tout cas, tel que je vois là, la solution peut aussi être au niveau régional, c'est-à-dire imposer des rapports interdépendants entre les différents pays, certainement RDC et Rwanda, et peut-être l'entourage. De cette interdépendance naîtra donc ce qu'on appelle une dynamique régionale. Et lorsque cette dynamique régionale sera renforcée, elle va rendre inutile la résolution de problèmes par des solutions militaires. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà que le Congo... C'est pour ça que je vous parle des hommes forts. Je crois que le docteur a savamment bien déroulé tout à l'heure l'éternelle problématique qu'il y a avec le Congo. On ne sait pas s'ils sont dans la CEAC ou s'ils sont finalement dans le Comessi. Donc, il faut, et vous voyez que là, c'est encore un problème politique. Ça résulte encore, c'est la tête, c'est-à-dire que quels sont les dirigeants à la tête de ce pays-là? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? À partir du moment où vous avez des hommes forts qui ont une vision, qui clairement établissent une feuille de route, c'est facile. Le reste, c'est un jeu de négociation, c'est un jeu d'équilibre entre les pays frontaliers au Congo. Et puis, c'est une dynamique qui va dans le sens de vouloir se détacher des démons du passé. Mais tant que vous n'avez pas des hommes forts, c'est pour ça que je dis que c'est des décisions politiques. Et pour cela, il faut porter à la tête du Congo des nationalistes, des patriotes. Et cela, ça n'a pas... Il faut que la palette soit assez élargie, qu'on ne regarde pas toujours dans un seul sens, dans les universités, dans les intellectuels, dans les ceci et cela. Même si c'est un gars qui ne sait pas écrire son nom, si c'est un patriote et qu'il a une vision pour le Congo, il peut se faire encadrer par des gens, effectivement, qui vont porter. On le voit au Mali. On le voit au Mali. Ce n'est pas une personne qui est en train de faire ce qui se passe au Mali. C'est un groupe de personnes. Et d'ailleurs, si cette personne aujourd'hui, ils l'ont toujours dit, si Assimi Goïta n'est pas là, il se fait remplacer systématiquement par un autre et la dynamique continue. Voilà aujourd'hui comment est-ce que... Voilà des exemples qui peuvent être copiés. Donc, tant qu'on n'a pas des hommes à la tête de l'État du Congo fort, avec véritablement une vision qui est portée, il est difficile de pouvoir même imaginer tous ces scénarios qui sont en train d'être malheureusement proposés par les uns et les autres, notamment sur le plan sous-régional. Merci à vous, M. Konaté. Dr Yamtimba. La solution n'est forcément pas finalement militaire face à ces armes du M23, solution politique pour sortir la RDC de cette crise. Non, la solution elle est militaire aussi. Okay. Elle est même fortement militaire parce qu'il est temps que quelqu'un frappe du poing sur la table. Mais elle est in fine politique. C'est-à-dire que c'est la classe politique, c'est de la classe politique que viendra la solution.
si les Congolais partaient du principe, tout à l'heure Peter disait, la MONUSCO est là depuis 20 ans. Non, l'ONU est là depuis 65 ans. Que l'ONU est déployée là-bas. Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, l'un des secrétaires généraux de l'ONU, est décédé au Congo en 61. Ils sont là depuis 1960. Ils font quoi? Je ne sais pas. Vous avez juste le renouvellement de cette nouvelle mission qui est arrivée en 90 avec la conférence nationale souveraine et qui est là depuis 35 ans. Ils font quoi? On ne sait pas. Mais ces gens-là grillent quand même l'équivalent d'à peu près de presque 2 milliards ou 7 milliards de dollars chaque année. On ne sait pas très bien pourquoi ils doivent être là pour bouffer de l'argent, alors que si un vrai soutien, les gens qui, les hypocrites du Conseil de sécurité, du Conseil permanent, du Conseil de sécurité des Nations Unies qui disent ouais, c'est un mépris honteux de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Congo. Non, messieurs, vous êtes assis à l'ONU, vous dites ok, on va tout de suite, comme vous l'avez fait, créer une zone d'exclusion aérienne, vous décidez que vous allez envoyer une vraie armée là-bas ou vous allez apporter un vrai soutien au gouvernement du Congo, à l'État du Congo, et on le voit, mais ce n'est pas le bavardage que vous restez assis là et vous dites des choses à partir de New York. Il faut qu'on sache une chose, c'est ce qu'on racontait au Mali et c'est ce qu'on racontait à la RCA, c'est ce qu'on racontait au Niger, c'est ce qu'on racontait au Burkina Faso, lorsque leur nouveau dirigeant arrivait au pouvoir. On a dit à Touadéra, la solution elle est politique, on l'a amené là-bas, c'était à Khartoum je crois, pour aller signer des espèces d'accords, je ne sais pas tout quoi. Mais monsieur, quand la solution militaire a été mise sur la table, le problème a été réglé. Et aujourd'hui, l'État centrafricain contrôle la totalité de son territoire. C'est aussi simple que ça. La RDC, il nous faut des hommes, les hommes forts, je suis d'accord avec vous monsieur Konaté. Il faut des hommes forts, des gens. La force, ce n'est pas la brutalité. Parce qu'on confond souvent la force et la brutalité. Vous pouvez être particulièrement fort, mais ne pas être violent, ne pas être brutal. Vous devez être fort, c'est-à-dire d'avoir une vision. Vous devez être une vraie élite, quelqu'un qui est préoccupé par le sort de son peuple et qui se bat pour le sort de son peuple. Et vous devez avoir la capacité de renforcer votre propre dispositif militaire. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous dirigez le Congo. Le Congo, c'est, prenons ce qu'il raconte, 150 millions d'habitants. Un pays comme l'Iran, c'est à peu près 90 millions d'habitants. C'est 454 000 ingénieurs. Le Congo, c'est combien d'ingénieurs chaque année? Ce n'est pas le bavardage. Être président de la République, mais ce n'est pas seulement être gardé par toute l'armée, etc. Tous ces présidents africains qui ne produisent rien du tout, ce n'est pas des présidents. C'est tout simplement des gens qui sont assis là. Vous avez 150 millions d'habitants, vous produisez 500 000 ingénieurs par an, monsieur. Si vous produisez 500 000 ingénieurs par an, à partir de là, vous fabriquez vos propres armes. Et les histoires de M23, de Rwanda, personne n'osera entrer sur votre territoire. Demandez-leur que l'un d'eux essaye d'aller rentrer dans le territoire iranien et on verra. Que l'un d'eux essaye d'aller rentrer dans le territoire de la Corée du Nord et on verra. Qu'ils essayent. Vous êtes en train de voir ce qui est en train de... les messages clairs qui sont envoyés à l'Occident et à l'Ukraine depuis qu'ils ont essayé de franchir la frontière et d'entrer sur le territoire russe. L'Orechnik est sorti. Aujourd'hui, ils comprennent, ils ont bien compris le message. Trump qui disait je règle ça en 24 heures, il dit ouais, prends quand même, règle le problème, tout ça à 100 jours pour que, etc. Et Poutine rigole dans un coin en disant, celui-là, il croit qu'il parle à qui? Il parle à Tshisekedi ou il parle, je ne sais pas moi, à Trudeau? C'est mon ami, mais bon, peut-être qu'il revient au pouvoir, donc il n'aime pas emballer là. Le temps qu'il se calme un peu, on aura le temps de causer. Ce qui se passe, c'est qu'en RDC, là, il faut quelqu'un qui décide de sécuriser le territoire du Congo et qui, pour cela, noue les bonnes alliances au niveau international. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quelqu'un qui, dans le cadre de ces alliances, va comprendre qu'il faut articuler à la fois ce qui est militaire et ce qui est économique.
Vous voulez avoir de bonnes alliances, mais allez voir les Chinois, allez voir les Russes, allez voir les Brésiliens, allez voir des gens qui sont capables d'articuler à la fois une solution militaire à une solution industrielle. Si vous ne voulez pas que les autres veuillent piller l'Est du Congo, vous devez industrialiser l'Est du Congo. Quand les Allemands, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Français avaient des prétentions sur la Ruhr, la Lorraine, l'Alsace. Ils ont obtenu l'Alsace-Lorraine. Ils ont maintenu leurs prétentions sur la Ruhr. Qu'est-ce que les Allemands ont fait? Mais ils ont lourdement industrialisé la Ruhr. Et aujourd'hui, il n'est pas question que quelqu'un imagine qu'il va aller se saisir de la Ruhr. Mais la Ruhr, c'était quoi? C'était l'une des plus grandes sources d'énergie de l'époque, le charbon, la houille. Et donc, les Allemands l'ont industrialisé et ça leur a permis de maîtriser cette zone. Nous ne devons pas vivre en Afrique comme si l'histoire commence avec nous. L'histoire ne commence pas avec nous. Le monde a une histoire. Et nous devons aller chercher là où c'est nécessaire les solutions qui ont été implémentées par les autres et qui leur ont permis de stabiliser leur peuple. Si vous êtes capable d'articuler la solution militaire, c'est une puissance de feu qui fasse reculer ces gens. Mais vous croyez qu'on dirige un pays en faisant quoi? On dirige un pays en suçant des mangues et en faisant des blagues? Pas du tout. Vous mettez en place une solution militaire qui nettoie. Excusez-moi, mais c'est ça le terme quand on dirige un pays. Qui nettoie cette zone-là. Après, il faut une armée qui soit peut-être capable. Vous les formez. Vous les formez. Touadéra a fait comment? C'est-à-dire qu'observez le monde autour de vous. Quand il arrive, il y avait combien de soldats dans l'armée centrafricaine? Ils sont 20 000. Il y a encore les armes. Ils sont 20 000. Ils avaient 47 Kalachnikov sans munitions. Oui. Ils ont 6 avions de chasse aujourd'hui. Ça peut paraître, ce n'est pas grand-chose. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de pays africains qui ont 6 avions de chasse. Vous mettez en place une solution, vous articulez quelque chose. Vous n'êtes pas là pour sourire, rigoler avec les gens. Vous avez un peuple que vous devez protéger. Vous mettez en place les bonnes alliances qui vont donc articuler la solution militaire et cette solution militaire nettoie. Quelques personnes vont pleurer, il va y avoir un peu de quelques deuils, mais vous allez sauver 150 millions de Congolais. Et vous articulez à ça la solution industrielle. Ça veut dire que vos alliances, c'est avec des pays qui sont donc capables de mettre là des solutions industrielles. Qui aujourd'hui crée la plus grande usine l'une des plus grandes usines de lithium au monde, avec le Mali? Mais c'est ça la question que vous vous posez. Qui? Le Mali a ça, non? Ça a été inauguré, oui, on a posé la première pierre. Alors, vous réfléchissez un peu. Vous mettez ça en place. Évidemment, les gens pensent qu'en politique, c'est blanc, noir d'un côté. C'est pas ça. Les Américains veulent votre cobalt. Vous leur dites, messieurs, on met la paix. Si on met la paix, vous y accédez. Si on met la paix avec vous, si vous faites partie de la solution militaire, vous y accédez. Vous ne faites pas partie de la solution militaire, je trouve ceux qui vont apporter la solution militaire et vous n'accéderez plus à ça. Ou alors vous y accéderez à 10 fois le prix. C'est ce qu'ils ont fait aux Européens, non? Avec le gaz. Il y a quoi? Et vous mettez ça en place. Et en industrialisant cette zone, vous créez donc les conditions de la formation de ces jeunes gens. La solution... Parce que quand on dit les équipements militaires, les gens s'imaginent que les équipements militaires, c'est une formation spécifique. Non, pas du tout. C'est les ingénieurs qui vont faire l'automobile, qui vont faire les équipements militaires. C'est les ingénieurs qui vont faire l'informatique, qui vont faire les solutions militaires dans le domaine informatique. C'est les ingénieurs qui vont faire de la chimie, qui vont faire les armes, les missiles et tout ça. Ils sont impliqués là-dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est exactement toutes les études que les gens font là. Donc vous industrialisez cette zone, vous mettez en place ce système de formation et vous transformez cette zone en une zone de production d'ingénieurs. En réalité, votre plus grand produit dans cette zone, votre produit qui aura la plus grande valeur ajoutée dans cette zone, doit être vos ressources humaines. Et à partir de ces ressources humaines très bien formées, vous créez donc les éléments de la sécurité nationale dont vous avez besoin. C'est la première chose. Donc vous comprenez que la solution est militaire, fondamentalement militaire. Mais elle est aussi politique parce qu'il faut des hommes capables de porter cette solution militaire. Est-ce que la RDC aujourd'hui, quand on regarde la direction du pays, ces gens-là ressemblent à ceux qui sont capables de porter cette solution militaire et de l'articuler à une solution
industriel et de développement économique, c'est ça la grande question. Mais est-ce que la RDC aujourd'hui également, peut-être pour les dernières minutes, n'est pas abandonnée à elle-même? On a vu l'Union africaine, parce qu'on a parlé entre autres de 16 organisations sous-régionales, mais il y a l'Union africaine qui, on le rappelle, a appelé à la cessation immédiate, mais on a l'impression effectivement que l'Union africaine ne fait que des appels sans justement frapper. D'ailleurs, est-ce que l'Union africaine peut également être une solution à la situation en République démocratique du Congo? Peut-être en une minute. Ils vont le faire avec quoi? La force, machin en attente là. Mais à quoi sert donc l'Union africaine? Mais l'Union africaine sert à faire des discours, à faire ce que l'Union européenne lui dit de faire. Et qui finance? Mais on vous a dit, vous savez, on le dit tous les jours ici, c'est celui qui paye, c'est celui-là qui ordonne. Et qui finance tous ces organismes-là. C'est l'Union européenne, c'est ces machins-là et qui donnent les directives. Et quand ce sont les mêmes qui ont des intérêts au Congo au travers de leurs multinationales, puisque ces minerais-là vont faire, ces multinationales-là qui payent et qui financent. Vous voulez que l'Union européenne leur dise quoi? Vous savez. Ou bien disent à l'Union africaine d'aller dire quoi? C'est de faire des déclarations farfelues pour dire qu'on condamne, on fait comme ce que c'est fait à l'ONU. C'est tout. Mais ce n'est pas dans le concret. Même la force militaire en attente, même là que l'Union africaine a mise en place. Cette fois elle-même, elle attend un budget qui n'est jamais arrivé jusqu'aujourd'hui et qui n'arrivera jamais. Faut oublier. Hein? Et puis bon, je vous laisse un moment, mais ça fera l'objet peut-être d'une émission que vous allez convoquer. On parlera de ça pour parler de la Centrafrique, comme le docteur a parlé de ça. Oui. Il y a un problème en Centrafrique sur le plan de la sécurité aujourd'hui. C'est que la réalité de ce qui se présente et sur le terrain, sont deux choses diamétralement opposées. Parce que vous avez aujourd'hui une force qui a un contrat avec l'État de Centrafrique pour sécuriser justement le territoire centrafricain. Mais il y a beaucoup d'exactions qui se commettent. Énormément d'exactions. C'est le narratif. Parce que, non, c'est pas le narratif, j'étais sur le terrain. J'ai de la famille là-bas et j'ai perdu 2 membres de ma famille dans ce type dans le Nord particulièrement. Et je veux dire que au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que sur le plan du territoire centrafricain, il y a une reconquête quasi totale aujourd'hui. Ça commence à revenir, mais c'est au prix de beaucoup d'exactions qui se commettent sur le terrain, qui ne sont non négligeables. Et donc, il faut savoir aussi qu'une partie de la sécurité du président centrafricain est encadrée par justement les Rwandais, qui font partie de sa sécurité. Donc, les Centrafricains eux-mêmes, pour le moment encore, il y a un effectif plus ou moins comme ça, pléthorien qui est là, et qui va se renchérir peut-être dans les années à venir. Mais pour le moment, ce qui se fait en termes de sécurité, là-bas, il y a beaucoup de non-dits. Ce n'est pas dire que ce n'est pas fait, mais c'est au prix de beaucoup d'exactions aussi. Et c'est là où il faudrait peut-être, et c'est l'une des choses, l'une des interrogatives sur lesquelles on est en train d'attendre très certainement le professeur Touadéra, c'est de voir quelle est l'orientation qu'il va donner pour une sécurisation véritable de la Centrafrique avec l'État de Russie. Et non plus cette fois-là une société privée qui viendrait, comme c'est le cas pour le moment, parce que cette société privée-là pour le moment, elle commet beaucoup d'exactions sur le terrain. Monsieur Konaté. Ça fera l'objet d'une autre émission. Monsieur Konaté, non, enfin, puisqu'on est en train d'en parler, on va sortir, mais j'aimerais quand même que vous me disiez une chose. Il y a combien d'exactions recensées par an? En Centrafrique, c'est des centaines. Vous les avez documentées? Non, mais c'est impossible de les documenter dans une zone où justement les seuls qui donnent les rapports, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Et quand en face, vous n'avez pas d'autres personnes. Parce que vous avez le sentiment, il faut laisser le narratif occidental. Non, ce n'est pas le narratif occidental, docteur. Je viens de vous dire que j'ai perdu, j'ai perdu 2 membres de ma famille. Le dernier, je crois que ça a fait l'objet des choux gras, qui a été abattu, qui est un chauffeur de camion. C'est un cousin qui était en train d'entrer justement parce que son camion a eu une panne, il a voulu garer simplement pour réparer son camion. Il a été abattu d'une balle. Je vous ai dit c'est un Camerounais qui a une famille qui est là-bas. Je vous ai dit ceci. C'est pas du narratif occidental. Non, c'est du narratif. Non, je vous dis ce que nous vivons. Laissez-moi parler. Je ne sais pas si les Occidentaux le disent. Non, laissez-moi. J'ai compris ce que vous dites. D'accord. Nous déplorons la perte des membres de votre famille et le décès de tous ceux qui perdent leur vie en RCA. Mais je vous dis encore, on ne gère pas un pays avec ce type d'émotion. Ces gens qui sont morts, ils sont morts parce qu'il y a une situation qui est là. Ce n'est pas Touadéra qui l'a créé, ce n'est pas le peuple centrafricain qui l'a créé. Tournons-nous vers ceux qui l'ont créé. D'ailleurs, je trouve que les associations des droits de l'homme qui y a en Afrique sont d'une paresse qui commence à être complice. Un chauffeur meurt, vous portez plainte à ceux qui ont créé cette situation. Pas à des gens qui ont quitté le froid sibérien pour venir aider à régler la situation. Non, ils n'aident pas. Je vous dis simplement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a des réactions
que nous devons être très cohérents en Afrique. Vous dites que si on commence à dire, mais voilà, les Russes sont venus, il y a des exactions, ils font machin, mais ils rentrent chez eux et vous retombez dans la situation de 2016 qui était là avant. Non, j'ai dit que c'est appréciable. Peut-être que vous m'avez. Non, je vous ai compris. Le travail qui a été fait appréciable. Non, je vous ai compris. Voilà. Je ne suis pas. Si vous me suivez bien, vous comprenez que je ne vais même pas dans la critique de ce que vous dites. Mais je vous dis, les gens nous poussent à aller à dire ce genre de choses, à en arriver là. La question est de savoir, là nous sommes simplement sur les conséquences de votre frère qui est mort et pour lequel nous vous présentons nos condoléances. Mais qui a provoqué cette situation-là? Celui qui a provoqué cette situation, on n'en parle pas. C'est pour ça que je vous ai dit de laisser le narratif occidental. Là, dans le cas de la RDC, ils sont assis à l'ONU et ils disent, ah ouais, vraiment, c'est quand même, c'est un manque de respect et honté contre l'indépendance du Congo. Mais qui a provoqué ça? Qui provoque ce qui se passe au Congo aujourd'hui? C'est pour ça que je vous disais, il faut qu'il y ait des hommes d'un certain niveau, d'une certaine qualité, pour prendre en main le destin du Congo. Et il y a donc cette chose-là, madame, qui montre que les gens doivent pouvoir, dans le cas, par exemple, de ce qui se passe aujourd'hui, en RDC. Vous êtes en RDC, demander s'il y a une guerre entre le Rwanda et le Congo, je continue à dire une chose. Il n'y a pas de guerre entre le Rwanda et le Congo. Il n'y en a pas, parce que le Congo ne fait pas la guerre avec le Rwanda. Le Rwanda ne fait aucune guerre avec le Congo. Vous avez une guerre de proxy, vous avez une instrumentalisation des Rwandais, et moi je ne serai jamais l'Africain qui va commencer à couper les têtes des autres Africains pour le bonheur des Occidentaux qui installent le chaos chez nous. Je ne serai pas cet Africain-là. Je ne suis pas d'accord avec ce que les Rwandais font. J'aimerais qu'ils fassent autrement, mais je ne vais pas du tout permettre, je ne vais pas du tout accepter que l'on dise, oui, les Rwandais sont en train de tuer les Congolais, blablabla, et on s'en tient à ce narratif. Or, c'est ça, comme ça que l'Occident veut que le discours soit raconté, que la situation soit racontée. Mais est-ce que les Rwandais, ils fabriquent des voitures électriques? C'est les Rwandais qui utilisent le cobalt, le coltan, le cuivre qui est là. Ce n'est pas eux. Et donc, in fine, ce que nous avons à faire, nous les Africains, c'est effectivement... Au-delà de nous étions partis sur qu'est-ce qui doit se faire à l'intérieur du Congo, mais c'est maintenant parler de l'Union africaine. Il ne faut pas compter sur l'Union africaine. Et il faut qu'un pays de 150 millions d'habitants, madame, ne peut pas se plaindre d'être seul. Si vous êtes... Mais la Russie a combien d'habitants? C'est 148 millions d'habitants. Il faut que les Africains arrêtent ça. La Corée du Nord a combien d'habitants? Et j'ai vu effectivement qu'ils appelaient que la communauté internationale, arrêtez ça, soyez des gens sérieux. Vous avez 150 millions d'habitants. Vous avez déjà entendu l'Iran se plaindre? Ils ont 90 millions d'habitants. Vous avez déjà entendu la Turquie se plaindre? Ils ont 90 millions d'habitants. Vous devez arrêter ce genre d'enfantillage en Afrique où vous êtes 150 millions. Ça veut dire 150 millions de cerveaux. Ça veut dire 300 millions de bras. 300 millions de pieds, et donc vous avez la capacité de vous asseoir et de vous projeter. Mais qu'est-ce que cela démontre, la situation dans laquelle nous sommes? Ça démontre simplement que vous n'avez pas d'élite dans votre pays. Ça démontre simplement que vous n'avez pas les bons dirigeants dans votre pays. Et vous avez apporté la réponse en disant qu'on ne laisse pas les conditions fertiles à l'émergence de ces cerveaux-là. Non, ces cerveaux, non, il n'y a pas de conditions qu'on doit vous donner. Mais les gens sont contents de votre situation. Ils ne sont pas créés. Non, ils sont contents de cette situation-là. Puisque c'est ça qui leur permet d'installer le chaos et de piller votre pays. C'est tout. Et ceux qui sont au pouvoir, mais d'être là parce qu'eux, ils sont les laquais de ceux qui pillent votre pays. Ils sont contents. Vous donc qui êtes les cerveaux, votre boulot, c'est de faire tourner vos propres cerveaux pour pouvoir changer la situation. C'est pour ça que quand nous parlons des dirigeants panafricanistes, du programme 10 000 dirigeants panafricanistes, mais nous n'en parlons jamais pour dire allez demander que ceux qui sont au pouvoir vous fassent de la place. Non. C'est réfléchissez à la manière de prendre le contrôle politique de votre continent. S'il y a des panafricanistes au Congo, c'est ça leur travail. Merci à vous, Dr Yamtimba. Merci, M. Abdoulaziz Konaté. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin dans le cadre de For You Matin sur For You Media Africa. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous pour une autre matinale. Ce sera bien sûr le mercredi des téléspectateurs. Demain, ce sera à la présentation Bala qui va vous entretenir. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.